Bonjour à tous. Au menu de votre matinale ce jeudi matin, deux invités prévus. Le premier vient nous parler de sport, de football précisément. Aboubakar Dandano est coach adjoint des Buffles du Borgou. Avec Ali Momoni, il nous dira pourquoi ce grand club du Nord, longtemps leader du Bénin dans la discipline, peine depuis 2 ans maintenant à retrouver sa brillance d'alors. Le club traîne désormais perdu au milieu des classements à un rang qu'on ne lui a plus jamais connu. Il a même frôlé la zone rouge. Notre deuxième invité viendra parler environnement. La ville de Cotonou, comme bien d'autres villes du Bénin, salle de résidus d'affiches. Le spectacle est déplorable au lendemain des élections. Quelle éducation apporter aux acteurs qui font usage de l'espace public et le laissent dans un état d'insalubrité insupportable? La question sera au cœur de nos échanges tout à l'heure. Ce sera le deuxième sujet de nos débats. Avant cela, vous aurez droit aux commentaires du jeudi matin. Franck Aounou s'interroge. Hervé Khékhoumé est-il en droit de réclamer son siège de député qu'il avait abandonné de son propre chef au profit de son fauteuil de membre du gouvernement qu'il vient de perdre maintenant? C'est la question qui va faire l'objet de nos discussions en premier lieu lors de nos débats. Tous les acteurs, en tout cas ceux qui étaient avec vous hier, seront au rendez-vous. De la presse écrite ce matin, les sujets sont très variés. Vous avez d'abord le point des décisions prises par le gouvernement hier lors de son conclave hebdomadaire de cette semaine. L'équipe à Patrice Talon a pensé aux victimes des attaques des personnes armées non identifiées ayant fait de la nuit du lundi à mardi à Kaobagou de la commune de Kéro une bonne dizaine de morts. Voici la une des journaux. 3 jours pour... Et nous ouvrons avec fraternité, comme à notre habitude aussi, ici, terrorisme et insécurité au nord du Bénin. Urgence d'une synergie d'action, les politiques, les populations et les forces de défense et de sécurité appelées à collaborer. Construction de l'échangeur du carrefour de Vedoko à Cotonou, les travaux de déplacement des réseaux annoncés. Harcèlement et interférence dans la gestion d'une société privée, LBM menace et met en garde. Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, les conseils de la 9e mandature installés. Nous passons maintenant au quotidien suivant, notamment celui du service public, au quotidien Le Matinal. Attaque terroriste à Kéro avec une dizaine de personnes tuées. Une enquête ouverte, croissance démographique et développement des assises nationales projetées. Nous sommes maintenant avec Matin Libre. Khékhoumé, Yarouedéou, l'expression du malaise au BR, le bloc républicain. Dévoilement de la fresque murale d'Eduardo Cobra, le Bénin, un modèle de cohabitation pacifique. Nous allons au quotidien suivant. Cette fois-ci, La Nation, je crois que c'est la bonne. Programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026. Les grandes orientations dévoilées. La priorité, étude ce jeudi du recours de l'ancien ministre des Transports devant la Cour constitutionnelle. Khékhoumé sûr de recouvrer son siège de député. En tout cas ici, lors des débats, nous ferons les analyses. Kasgiani Info. Situation des médias, les prédateurs de la presse béninoise. Attaque terroriste au Bénin. Comment venir à bout des assaillants attitrés? Il s'est interrogé ce matin, Kasgiani Info. Nous passons maintenant à Libération. Majestueuse fresque de Eduardo Cobra réalisée sur la façade du mur de l'ex-hôtel du port. Le gouvernement en fait un lieu fort et emblématique d'expression du street art en Afrique. Le Grand Matin recourt à la Cour pour reprendre à son suppléant à son siège de député Hervé Khékhoumé devant les conseillers ce jeudi. L'affiche du jour, 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse, le message d'espoir du CNPA Bénin aux professionnels des médias.
Le Béninois libéré enquête sur l'attaque meurtrière perpétrée à Kérou. Talon veut comprendre et sévir. Des têtes tombent déjà en attendant la réponse appropriée aux auteurs. Le grand quotidien, croissance démographique et développement au Bénin. Bientôt des assises nationales. Les débats prévus pour se dérouler en français et en langue nationale. Le quotidien, l'indépendant, santé publique et laboratoire pharmaceutique. 15 médicaments pour la santé à éviter en diabétologie, cardiologie et nutrition. Le télégramme après les tueries de Kérou. Des sanctions en vue pour les forces de défense et de sécurité. Déjà, le commissaire de Kaobagou relevait de ses fonctions. Retournons maintenant à la une de Fraternité, terrorisme et insécurité au nord du Bénin. Urgence d'une synergie d'action, les politiques, les populations et les forces de défense et de sécurité appelées à collaborer. Construction de l'échangeur de Carrefour Vedoko à Cotonou. Les travaux de déplacement de réseau à annoncé. Et puis harcèlement et interférence dans la gestion d'une société privée. LBM menace et met en garde. Dernier titre à la une de Fraternité paraissant à Cotonou et précisément à Amenotin. Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Les conseils de la 9e mandature installés. Voilà donc ainsi le tout fait des parutions de ce matin. Vous l'auriez saisi. La plupart ont rendu compte du Conseil des ministres avec les décisions prises lors du conclave d'hier. On reviendra là-dessus. On parlera par ailleurs justement de la question de l'insécurité qui sévit au Bénin, au nord Bénin précisément. Les quotidiens sont revenus là-dessus. Cette fois-ci, de quoi est faite l'actualité à travers la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Eh bien, voici le bulletin de l'information. Et déjà, William est installé. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. On parlera des titres tout à l'heure. Et voici donc la transition. Du bulletin, éthique professionnelle et situation réelle de la liberté des hommes et des femmes des médias au Bénin en discussion hier à Abomey-Calavi. C'était le 3 mai, journée mondiale de la liberté de presse, la 30e commémoration de l'histoire. Et ce sont les membres de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB qui ont échangé sur ces problématiques à l'occasion de leur journée. À suivre en ouverture le point de ces réflexions. Et puis, un deuxième titre maintenant chez les professionnels de santé, il y a désormais un peu plus de matériel et équipements de travail dans le domaine de la santé publique. Le Japon appuie le système sanitaire béninois, précisément au centre de santé d'Ilakondi, à la frontière de Togo. Un don offert dans le cadre du renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest. Retour en plateau pour justement dérouler ce bulletin d'information. William, bonjour à nouveau. Bonjour Tanguy, bonjour les professionnels des médias étaient à l'honneur hier, c'était mercredi 3 mai. Comme de coutume, tous les ans, Tanguy, la journée mondiale de la liberté de presse était une occasion de réflexion pour les professionnels des médias sur la question relative à la liberté de la presse et également à l'éthique professionnelle. Pour marquer l'édition 2023 de cette célébration, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a concocté une série d'activités. Au premier rang, une conférence débat tenue hier à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point de Ingrid Day. Tant que la lutte continue, comme disaient les révolutionnaires, le combat sera gagné. La mission d'un journaliste est de se battre pour faire de la liberté de la presse une réalité. Un message fort du doyen Georges Amelon adressé aux hommes des médias à cette conférence débat. Portée par l'Union des professionnels des médias du Bénin, cette rencontre qui marque la 30e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à mener des réflexions autour du thème « Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains ». Nous avons initié cette activité parce que pour nous, c'est vraiment très important qu'on se retrouve en cette occasion. Quand on parle de journée de la liberté de la presse, ça revêt une importance très capitale pour le professionnel de médias, pour l'acteur des médias. Et donc l'Union a pris l'initiative de réunir les acteurs des médias autour de cette communication
qui s'articule même autour de la thématique ou du thème retenu pour cette célébration-là. C'est vrai, nous sommes des spécialistes de l'information, nous traitons l'information, mais c'est aussi bon pour nous d'être informés, de nous retrouver autour des sujets qui ont rapport à notre profession. Et pour un thème comme ça qui est retenu, il fallait que nous-mêmes, en tant qu'acteurs de médias, on appréhende l'importance même de cette thématique-là. L'autre sujet qui a meublé cette conférence débat est la question relative à l'aide de l'État aux organes de presse. À cela s'ajoute le problème lié à la prolifération des organes de presse au Bénin et celui de la lenteur enregistrée dans le processus de la délivrance des cartes de presse. Autant de questions qui ont suscité la réaction de la secrétaire adjointe de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication venue en soutien à l'activité. Rosette Timon apporte ici quelques éléments de réponse à ces interrogations. Tout le monde se lève, je veux mon organe. Tout le monde se lève, je veux mon organe. L'histoire de réforme média, nous y pensons vraiment à la RAC. Comment faire pour éviter cette prolifération d'ouverture d'organes de presse, écrite surtout? Même si on met le milliard comme aide de l'État, comment faire pour que chacun de ces 200 ou 300, ou à peine la centaine dans le formel, le double dans l'informel là, mais qui défendent les droits, comment faire pour que ceux-là aussi puissent en bénéficier? D'où l'importance de penser au regroupement des organes de presse. C'est très important. Cette conférence débat n'est qu'une partie des programmes élaborés par la fêtière des professionnels des médias à cette occasion. Des séances de fitness et beach volley, puis un after-work média sont entre autres les activités prévues à cet effet. William Jean Soufflet, deux mots déjà à l'entame de ce bulletin. Le Japon apporte un appui matériel au Bénin et à son système sanitaire à travers un lot d'équipements de santé publique offerts au centre de santé d'Ila-Kondi, localité frontalière avec le Togo. Bien sûr, des équipements offerts dans le cadre du projet intitulé « Amélioration de la gestion des frontières et renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest en réponse aux maladies infectieuses et y compris la COVID-19 ». C'est un projet mis en œuvre conjointement par l'Organisation internationale des migrations et la JICA. Retour ici sur la cérémonie de remise avec Narcisse Alosset. Les clés reçues ici symbolisent un nouvel appui du Japon au système sanitaire béninois. Un appui matériel destiné au centre de santé de Ila-Kondi dans le cadre du projet Amélioration de la gestion des frontières et renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest en réponse aux maladies infectieuses, y compris la COVID-19. Le dit projet qui est à sa deuxième phase a permis de renforcer les capacités nationales de gestion des frontières afin de mieux se préparer et de mieux répondre aux crises sanitaires actuelles et futures au point d'entrée de 5 pays que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Japon a financé ce projet qui permettra d'accroître la résilience socio-économique des pays concernés par le projet à travers le renforcement des capacités opérationnelles en gestion de crise de santé publique au niveau des frontières. Renforcer les capacités opérationnelles et le lot d'équipements offert ici est composé de caméras thermiques, des tensiomètres, des ordinateurs, mais aussi d'une ambulance. Chers partenaires, je tiens à vous exprimer mes sentiments de totale satisfaction pour tous les efforts que vous déployez chaque fois pour répondre aux crises de santé publique actuelles et futures. Chers donateurs, nous rassurons que ces équipements mis à disposition du ministère de la Santé seront bien utilisés au profit de la population riveraine, ceux qui vont passer par cette frontière. Ces équipements de santé publique viennent surtout alourdir le degré d'engagement du Japon au chevet du Bénin à travers la mise en œuvre de ce projet au niveau de cette frontière ouest du pays. Au Bénin, c'est le point d'entrée d'Ila-Kondi qui a été retenu pour la mise en œuvre des activités. Et plusieurs entre elles ont déjà été réalisées en partenariat avec le ministère de la Santé et d'autres institutions telles que la police républicaine et la douane. Parmi les activités phares, nous pouvons retenir
une campagne de sensibilisation visant à prévenir la propagation de maladies transmissibles telles que la COVID-19, ayant touché plus de 10 000 personnes, y compris les communautés frontalières. La fourniture d'un conteneur entièrement équipé dont les travaux d'aménagement et d'installation sont en cours au poste d'Ila-Kondji. En plus de ce nouveau pas vers la sécurisation de cette frontière, le projet prévoit la mise à jour des procédures opérationnelles standardisées existantes en collaboration avec le ministère de la Santé, ainsi qu'une formation sur l'utilisation et l'entretien des équipements de santé publique installés au point d'entrée du Bénin. 3 mai, date par excellence pour les membres de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM d'être installé officiellement par l'Assemblée spéciale de la presse béninoise. C'était hier, date retenue par la communauté internationale pour la commémoration de ce 30e anniversaire de la Journée internationale de la liberté de presse. Au regard de la situation actuelle, de nombreux défis attendent cette nouvelle mandature pour redonner à la presse béninoise ses lettres de noblesse. La cérémonie en bref dans ce point. Voici les membres de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, officiellement installés ce mercredi 3 mai par l'Assemblée spéciale de la presse béninoise. Un jour historique qui marque également la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse dans le monde. Cette nouvelle mandature est déjà consciente des nombreux défis qui l'attendent. La 9e mandature se propose dans une démarche participative impliquant toutes les parties prenantes de travailler sur la visibilité, la crédibilité et la notoriété de l'institution. Faire observer par tous, y compris nous-mêmes, les conseillers de l'ODEM, les règles de déontologie exactes, de l'éthique dans nos rédactions, protéger le droit du public à une information libre, complète, honnête et exacte, défendre la liberté de presse. Nous prenons le défi de mettre au chômage les tribunaux en ce qui concerne les peines privatives de liberté pour les journalistes, parce que nous aurons réussi à nous auto-réguler, car un journaliste en prison, c'est un drapeau national en berne. Or, nous avons pris le pari de faire du journaliste béninois un moteur de la croissance économique pour le Bénin, un agent de développement pour les atteintes des objectifs de développement durable. L'ODEM aujourd'hui a plus que jamais besoin de partenaires pour remettre les médias au cœur du développement. Nous avons hérité d'un observatoire athlétique esselé de la scène médiatique et pourtant on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. La situation à laquelle le Bénin fait face depuis quelques mois est délicate du fait des attaques de groupes armés dans le nord du pays. À cela s'ajoute la question de la cybercriminalité avec la lutte que mène le gouvernement depuis quelques semaines, la question des fausses informations fake news véhiculées très souvent par certains médias et celle de diffamation. Autant de plaintes qui sont à l'encontre de la profession. Si on doit résumer tout cela, vous voyez que la tâche qui vous attend, elle est ardue et nul doute que vous serez à sa hauteur. Vous aurez donc du pain sur la planche avec comme mission de scruter les différentes publications des professionnels des médias car il est important et impérieux aujourd'hui de redorer le blason de notre maison commune. Vous avez d'ores et déjà le soutien de l'Assemblée spéciale, à savoir le CNPA et l'UPMB, dans l'accomplissement de votre mission, une mission qui se doit d'être impartiale et rigoureuse. Pour le représentant de la HAC, c'est un nouveau départ qui s'annonce pour cette 9e mandature de l'ODEM, étant donné que le chef de l'État a déjà instruit tous les responsables des associations effectières sur les réformes auxquelles ils doivent penser pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias et le rayonnement de la presse béninoise. La HAC compte sur vous pour relever les défis de la profession. Nous souhaitons une franche collaboration entre l'ODEM et la HAC pour relever le défi de la presse au Bénin. Vous savez, sans cette collaboration-là, rien de bon ne peut se faire. Tout en félicitant les nouveaux conseillers de l'ODEM, l'Assemblée spéciale et la HAC, ainsi que tous les autres acteurs de la presse, leur souhaitent un bon mandat plein de succès.
Dans les départements du Mono et du Koufo, les membres et cadres communaux de concertation en alimentation, santé et nutrition évaluent le travail abattu quelques années après leur installation. Un exercice fait autour d'un atelier revue sectoriel qui a servi de tremplin pour dégager les différentes perspectives. Les travaux, eux, se sont déroulés à Grand Popo. Narcisse Alossin. 3 jours pour apprécier les contraintes et les faiblesses de mise en œuvre des cadres communs de résultats. C'est à cet exercice que s'attellent ici les membres communaux de concertation CCC sur la planification du développement du cadre commun des résultats en alimentation, santé et nutrition. Un travail sectoriel qui concerne ici ceux qui sont en charge des départements du Mono et du Koufo. Vous convenez tous avec moi, au regard de la finalité du présent atelier, que votre présence ici n'est pas le fait du hasard. Les acquis de cet atelier impacteront significativement et durablement le domaine de l'alimentation et de la nutrition à travers l'efficacité et l'efficience de l'approche de coordination multisectorielle. L'efficacité, elle, se mesure à l'aune des résultats. Et dans son intervention, le préfet du Mono, qui porte la voix de sa juridiction administrative et celle du département du Koufo, a mis un accent particulier sur les acquis de ce programme en termes de statistiques. 192 066 personnes, dont 55 895 enfants de moins de 5 ans, 50% de filles, ont bénéficié de services essentiels. Eh bien, c'est ainsi que va se refermer ce mini-journal Tanguy. Ah oui, de façon très inattendue. Merci beaucoup à vous, William Click, pour la présentation de ce bulletin d'information. Vous nous revenez tout à l'heure quand sonnera l'heure des débats. Ce sera avec les autres acteurs. Il est prévu qu'on parle justement d'un peu de politique. Hervé Khékhoumé compte bien récupérer son siège de député qu'il avait abandonné au profit de son fauteuil de membre du gouvernement, qu'il a d'ailleurs perdu récemment. Eh bien, la Cour devra les écouter aujourd'hui et trancher. Le commentateur nous dira 2 mots là-dessus pour planter le décor des discussions. Puis après, on parlera environnement avec ces affiches mal enlevées qui salissent les principales villes du Bénin, notamment Cotonou. Une action citoyenne a été initiée à ce propos. Encore une fois, William, merci. Et à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, on va marquer rapidement une pause, le temps d'installer. Eh bien, le plateau des sports, ce sera avec Ali Moumouni et son invité. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à
à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à la table du maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La table du maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Ali Moumouni, bonjour. En face de vous, votre invité Aboubakar Dano, coach adjoint de Buffle du Borgou, le club de la métropole du septentrion du Bénin, au creux de la vague, avec des performances à l'antipode de ce qu'on lui connaît traditionnellement, en tout cas au plan national. Monsieur le coach adjoint, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Ali Moumouni, avant même votre première question, la mienne d'abord. Monsieur le coach adjoint, que se passe-t-il avec les Buffles? On les connaît mieux en forme que cela. Oui, merci. Une question pertinente. Effectivement, les Buffles, c'est une équipe traditionnelle. Donc, pratiquement très connue sur le plan national et même international. Pour ces performances, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des situations qui arrivent généralement au sein des clubs où, comme on l'a dit, il y a des hauts et des bas. Des moments transitoires, bien entendu, pour des équipes, oui. Pour la reconstruction. On sait que les Buffles ont été donc, je crois, 2 fois champions d'affilée, ensuite vice-champions. Oui. Et puis l'équipe a terminé, bien entendu, premier de la zone A pour ce premier tour, bien entendu, du championnat national, pas bien sûr de la ligue professionnelle. Oui. Et puis voilà, ça a basculé lors de la Super League. Alors coach, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? À quel niveau de votre effectif y a-t-il eu de problèmes? Oui, Ali, nous avons rencontré beaucoup de difficultés au sein du club, donc notamment quand nous avons joué la campagne africaine. Et tout de suite après, même pendant la campagne, si vous avez remarqué, nous avons eu à quelques semaines de compétition, nous avons eu des nouveaux joueurs. Donc il faut chercher toujours la cohésion au niveau du groupe, tout ça. Et après cette compétition encore, nous avons perdu plus de 12 joueurs, si vous vous rappelez. Donc pratiquement, il fallait reconstruire une nouvelle équipe et c'est ce que nous avons fait. Juste du 45 jours pour pouvoir commencer le championnat Ligue Pro. Et c'est ce que nous avons eu ce temps de préparation. L'équipe a été à 3 journées de la fin, nous étions déjà qualifiés pour la Super Ligue Pro. On peut donc dire que voilà, le travail suit progressivement et les résultats suivent également parce qu'on voit les Buffles qui ont enregistré donc 2 victoires d'affilée comme sur ces images. La victoire hier, c'était donc au stade René Pleven d'Aquaqua. Vous étiez en déplacement face aux Requins de l'Atlantique. Et donc le premier but inscrit donc par les Requins. Les Buffles sont revenus au score. Et puis en deuxième mi-temps, vous avez pris l'avance. Vous vous êtes imposé donc 2-1. C'était hier au stade René Pleven face aux Requins. Alors comment on se sent quand on a percé une longue période de disette, 4 défaites, un match nul, et puis on se retrouve du coup subitement à réaliser 2 victoires d'affilée? Comment on se sent quand on est entraîneur d'une équipe? Oui, je me réjouis. Je sais, techniquement, moi, je sais que mon équipe va revenir. Sinon, même rattraper le peloton, tout est possible. Donc, je sais qu'il y a un travail qui a été bien fait. Donc, avec le temps, mais c'est une question de patience. Et généralement, vous savez, nous, en tant que techniciens,
on sait, donc on est patient, on attend, on fait un travail à long terme, mais chez les dirigeants, c'est tout de suite ils veulent les fruits. Donc pratiquement, moi je sais que l'équipe va revenir avec le temps parce qu'on cherchait toujours la cohésion au sein de l'équipe. Et je crois que ça va marcher. Vous parlez de l'équipe qui va revenir. Il reste encore 10 journées. Pensez-vous que pouvoir remonter la pente, sinon vous repositionnez au classement pour sauver l'honneur? Parce qu'on parle des Buffs qui ont été complètement dégringolés. Oui, je disais même si on même rattraper le peloton, tout est possible. Parce que, comme vous venez de voir, déjà au match retour, nous sommes déjà à notre deuxième victoire. Donc ça peut aller, on peut rattraper, tout est possible. Parce que nous avons, au mercato, nous avons perdu des joueurs aussi. Oui. Donc vraiment, la cohésion, ça manque, c'est petit à petit, ça va venir. Nous sommes... moi, je suis convaincu et j'ai une assurance. Je sais que mes joueurs ont compris, ils sont en train d'aller doucement et ça va aller. Alors, quel compartiment de votre effectif vous devez travailler aujourd'hui? Quel compartiment vous pensez qu'il faut améliorer aujourd'hui pour permettre au Buff d'engranger davantage de résultats? Oui, d'abord, c'est une question qui touche pratiquement tous les nouveaux nationaux. Parce que si vous regardez pratiquement toutes les équipes, à chaque compétition, il y a des joueurs qui quittent. Je ne sais pas pourquoi. Alors que normalement, un joueur, si tu fais 2, 3, 4 saisons dans une équipe, là, vous allez avoir une cohésion. L'équipe va être vraiment compétitive. Mais si à chaque fois, il faut changer de joueurs, il faut reprendre le travail à zéro. Ça rend la tâche difficile. Et ça ralentit l'équipe. Non seulement la performance des joueurs aussi, et aussi même au niveau de l'équipe nationale. Parce qu'il faut tenir compte de l'environnement et puis des coéquipiers et puis pour pouvoir créer la cohésion. Alors coach, votre prochaine sortie sera du côté de Grand Popo face à l'Auto Popo. L'Auto Popo qui vous a battu un match aller, c'était bien entendu à Parakou. Comment est-ce que vous comptez aborder cette rencontre? Nous allons pour une victoire parce que, comme je l'ai dit, nous sommes maintenant, l'équipe est vraiment aguerrie, si on peut le dire. Et les 2 victoires nous prouvent. Donc nous, on va pour une victoire. Bien que nous sommes en déplacement, c'est ce que nous, on veut rattraper. Merci beaucoup, coach, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté également notre invitation. On va poursuivre. Donc, on parlait donc des Buffles qui ont engrangé donc une victoire hier, 2-1 face à... Une deuxième victoire. Merci beaucoup, Tanguy. Donc, c'était au stade René Pleven face aux Requins de l'Atlantique. La suite des autres résultats, c'était donc pour cette explication. Ces explications comptant pour la 14e journée donc, du championnat national, c'est la Super League Pro. AS Takounais donc, et AS Cotonou se sont séparés 2-2. Score à l'arrivée, un but partout. Ayema s'est incliné face à l'Auto FC, 1-0 à l'arrivée. Banigansé a battu la Jeunesse Athlétique de Kétou, 2-0. Damissa qui s'impose à son adversaire, 1-0. C'était donc l'association sportive du port autonome de Cotonou. Coton a pris le défi sur l'union sportive des Cavaliers de Niki. Dragon s'est incliné une fois encore à domicile, 1-0. Après donc sa défaite 1-0 face au Buffle de Parakou. C'était donc au stade municipal de Parakou. Dynamo Dabomey et AS se sont séparés 2-2. Puis l'autre score, c'était bien sûr celui des Buffles qui s'est imposé face aux Requins, 1-0 au classement général. Donc Coton tient toujours la tête au classement général avec 32 points, suivi d'Ayema et puis l'Auto FC qui s'est racheté un tout petit peu. Donc, mais toujours est-il qu'il y a 5 points d'écart entre Coton et l'Auto cette fois-ci. Les Bluffs ont quitté la zone rouge. On est donc au niveau de la deuxième partie de ce classement général. Les Buffles donc totalisent désormais 14 points et sont 13e au classement général, juste à une longueur donc de des équipes en zone rouge. On va faire un tour sur le continent pour parler toujours football. On va parler donc de cette compétition qui se déroule en Algérie pour ce qui concerne les moins de 17 ans. Hier donc pour la deuxième journée dans le groupe B, il y a eu 2 explications. Le Nigeria était face au Maroc. Le Nigeria s'est incliné 1-0 à l'arrivée. L'Afrique du Sud de son côté a pris le dessus sur la Zambie, ce qui permet donc à l'équipe sud-africaine de se positionner au mieux au classement général avec donc 3 points pour l'Afrique du Sud. Le Maroc devient leader de ce groupe B. Aujourd'hui, la suite, c'est au niveau du groupe C. Le Cameroun affrontera le Mali à partir de
17h. Une seule explication prévue pour ce groupe. On va finir avec le Tour du Bénin, Tanguy. Il y a eu donc la deuxième étape tout à fait du Tour du Bénin, qui a d'ailleurs livré son verdict hier au point d'arrivée à Savès. C'est un Algérien cette fois-ci qui prend le premier rôle, mais le maillot jaune ne change pas de propriétaire. Ali. Oui, vous l'avez bien dit, Tanguy, c'est un Algérien, Yassine Hamza, qui remporte donc la deuxième étape du Tour du Bénin de Parakou à Savès. Il a bouclé les 156 km en 3h51 minutes 43 secondes avec une vitesse moyenne de 40,5 km par heure. Le Marocain Achraf El Dogmi, qui a remporté la première étape, a terminé deuxième pour cette étape. Il conserve son maillot jaune et reste toujours en tête au classement général avec une avance de 10 secondes sur le Camerounais Clovis Kamzong Abasolo. Aujourd'hui, j'y arrive, j'ai eu du mal. Félicitations, je suis tout admiratif là. Merci beaucoup, Tanguy. Quant au vainqueur de ce deuxième tour, il se positionne donc à la 7e place au classement général. Ricardo Sejedi garde toujours sa position, son statut de premier béninois avec une performance nettement mieux que celle de la précédente journée. Le coureur béninois a terminé 12e cette fois-ci sur les 56 coureurs ayant débuté cette étape de la compétition. Il s'ajuste donc le maillot de la combativité et celui du meilleur jeune. L'échappe du meilleur équipier revient à un autre coureur béninois. Il s'agit bien entendu de Rémi Sewou. Aujourd'hui, aujourd'hui, la 3e étape du Tour du Bénin quitte Abomey pour Komé, distance 140 km 52. Rendez-vous à partir de 8h. Allez, merci. C'était les sports. Vous m'aviez volé 2 minutes. En tout cas, merci d'être passé. Et merci aussi à votre invité, Aboubacar Dandano, coach adjoint de Buffle du Borgo, un peu en difficulté cette saison. Du courage à vous. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps de parler économie. Voici donc Clément Achadi dans vos murs. Nous allons tout droit dans les marchés. Clément Achadi, bonjour. L'inflation, et encore l'inflation avec à la clé la hausse vertigineuse de prix qui ne dégringole pas ou qui ne descendent pas. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer cette situation? Oui, avant d'aller dans les explications, Tanguy, bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui, nous sommes allés au-delà des théories, au-delà de tous les commentaires, des analyses basées sur la théorie et parfois sur d'autres approches économiques. Nous sommes allés sur le terrain pour voir d'abord comment se passe cette manifestation de l'inflation généralisée avec à la clé, comme vous l'avez rappelé, la hausse de prix, surtout des produits des denrées alimentaires, mais nous sommes basés beaucoup plus sur les produits manufacturés. Regardez ce que les vendeurs et acheteurs du marché international d'Antokwa nous ont dit à travers cet élément que nous avons réalisé. Après le carême, plus rien n'a repris encore. La cherté aussi fait que les clients ont la volonté de payer mais ne viennent plus carrément. Parce que tout est cher, tous les produits ont pris des prix. Équation difficile à résoudre à laquelle fait face cette commerçante installée ici au marché d'Antokpa et qui totalise déjà une dizaine d'années. Comme elle, toutes les autres vendeuses rencontrées ce mercredi dans le plus grand marché du Bénin se plaignent de l'état désastreux du petit commerce à Cotonou depuis un bon moment. Quel que soit le produit, vendeurs et acheteurs font face à la cherté de la vie qui fait penser au retour de l'inflation généralisée. Quand le carême a commencé, il y avait un peu d'affluence. Mais après, c'est devenu pire. Tout est tellement devenu cher que les clients supplient pour acheter un seul article. Le premier problème que moi je peux même déjà aborder, c'est par rapport au prix.
Parce que pour qu'un marché résiste, il faut vraiment s'attention sur le prix. Mais le prix actuel, le prix des produits actuellement, ce n'est pas bon. Et le niveau de vente a baissé. Le niveau de vente a baissé considérablement. Si on élevait le niveau de vente, par exemple, à 5, aujourd'hui, à peine nous arrivons à faire 2 sur 5. La hausse des prix que dénonce ici la grande masse du marché d'Antokpa varie selon les domaines de l'importation et des articles exposés. Malgré les mesures sociales du gouvernement, ces acteurs ne voient aucun impact sur leur commerce. Concernant moi, mon domaine, je peux m'attarder sur les prix du sac de riz. Le sac de riz qui était de 25 kg qui était à 16 500 banalement, on s'est retrouvé à 21 500 actuellement. Pour les spaghettis qu'on peut trouver à 5 000, 5 500, aujourd'hui c'est à 8 500, 9 000. Ainsi de suite pour chacun des produits, tout ce qui est ici comme produit a pris de prix. Tout est augmenté. Mon pointini, il est à 25 kg. On ne peut pas laisser. On tient le coup, même si c'est compliqué pour nous. Nous qui achetions 10 produits avant, ça se réduit à 5. Le riz long grain de 25 kg qui était à 17 000 se vend aujourd'hui à 21 000. C'est très éprouvant. Le riz de 8 000 est passé à 10 000, alors que ce genre de riz, on le donnait aux chiens à la maison. C'est compliqué. À cause des tasses, des tasses à l'entrée, tout ça, le dédouanement, tout ça, c'est déjà cher. Ça fait un problème. Et aussi, si le prix n'est pas fixe, nous faisons beaucoup de pertes sur les produits. Parce que quand les produits viennent, parfois tu peux acheter un produit sur, disons, 18 000 et tu penses peut-être revendre ça à 18 200, 18 300. Parce que c'est ce que nous gagnons en fait. On ne gagne pas gros sur les produits. À peine 200 francs, c'est notre marge. Mais toi, tu as déjà l'intention de gagner 200. Le produit que tu amènes sur 18 000, tu peux même le revendre à 17 000, 17 500. Et ça constitue une énorme perte pour nous qui sommes dans le marché. Face à ces nombreuses difficultés, les commerçantes de Dantokpa se disent fragilisées et appellent le pouvoir public au secours. Ceci avec des doléances qui pourraient alléger leurs charges. Tout est payé chez nous. Et chargement et déchargement, prix de patente, tout est payé. La mairie passe chaque année. C'est pas la joie quand même. Et pas parce que les situations sont compliquées actuellement qu'on va fermer. On va se donner. On espère que ça reviendra dans le long. Pour les dirigeants qui sont plus peu, on peut déjà donner l'exemple aussi de leurs femmes et de quelques-uns parmi eux qui sont aussi dans le marché, qui viennent faire des achats et qui comprennent déjà ce qui se passe. Donc si le problème se situe un peu à leur niveau, alors qu'ils revoient les tasses, les impôts et tout ce qui a fait que les choses ont monté à ce niveau. Nous demandons au gouvernement de vraiment nous accompagner, et de s'impliquer vraiment dans ce que nous faisons pour vraiment comprendre ce que nous vivons. Parce qu'il y a divers problèmes dans notre secteur. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Déjà, si le gouvernement peut nous aider par rapport aux frais de dédouanement déjà à l'entrée des marchandises, ça aussi, ça peut déjà nous soulager un peu. Mais aussi les prix, la fluctuation des prix. Je ne sais pas si c'est à cause de la guerre et la maladie qui s'était installée qu'il y a eu cette fluctuation. Surtout au niveau de la fluctuation des prix, il faut vraiment que le gouvernement agisse là. En dépit des efforts fournis par le gouvernement pour combler le panier de la ménagère, l'épineuse problématique de la cherté de la vie, notamment la hausse des prix, reste sans solution. À part la crise Covid et le conflit russo-ukrainien, quels peuvent être les autres facteurs explicatifs de cette crise économique qui ne dit pas son nom? Voilà donc Clément Atchadé, je dois dire le témoignage des acteurs interrogés dans les marchés de Cotonou. On sait déjà que la crise russo-ukrainienne a bon dos pour expliquer un peu ce phénomène, ce facteur, mais il faut bien aller au-delà et proposer une autre analyse. Oui, et Tanguy, vous savez, c'est les deux facteurs essentiels sur lesquels les théories économiques, je le disais à l'entame de mon intervention, vous savez, donc deux facteurs essentiels, la guerre en Ukraine, mais bien avant ça, on avait connu une crise sanitaire
qui est devenue à la fois crise économique aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était partie de tout ceci. Donc, la crise sanitaire Covid-19, qui fait déjà bientôt 4 ans, plus de 3 ans en tout cas, et qui n'est pas restée sans beaucoup d'effets. Et à cela est venue s'ajouter, je vais dire, la guerre en Ukraine. Donc, pour analyser, en fait, nous partons de la production mondiale, en fait, qui a baissé. Vous savez, les industries qui s'étaient installées dans les grandes puissances économiques ont reçu le coup de ces deux facteurs exogènes que j'avais énumérés tantôt. Donc, on part de ces deux éléments pour venir maintenant dans un contexte aussi qui est marqué par, je dirais, une économie mondiale touchée par cette guerre en Ukraine. Donc, les pays, chacun se protège. Et même du point de vue exportation, vous voyez, il y a beaucoup de changements. Donc, du coup, les produits, on a peut-être fait exprès en allant au marché d'Antopaï, précisément dans le marché où on fait beaucoup plus de le côté où on parle de produits importés. Donc, ce n'est pas des produits qui sont localement produits. Donc, vous voyez, le coût augmente de façon vertigineuse. Et cela, vous voyez, la politique nationale, la politique étatique, si vous voulez, les politiques publiques ne sont pas encore prêtes à pouvoir résoudre. C'est vrai, les discours ne vont pas cadrer avec ce que je vous dis là. Mais vous voyez, l'État a beau faire. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où l'État ne peut même plus faire face à certains problèmes de la société. Le premier recours qu'on a souvent, en tout cas au niveau des gouvernements sous les tropiques, c'est de faire une subvention d'assister les prix, permettre justement aux populations d'accéder plus facilement un peu à ces produits-là. Mais est-ce que ce n'est pas une solution factice? Parce que il faut produire, par exemple. Si le Béninois ne consomme que le maïs, il faut suffisamment produire du maïs plutôt que d'attendre le riz russo-ukrainien ou le blé russo-ukrainien. Oui, vous savez, la sociologie dans laquelle nous nous retrouvons n'est même pas propice à ce que vous dites là, mais c'est la réalité en fait. Les solutions proposées aujourd'hui par les pouvoirs publics n'encadrent absolument pas. Ça, c'est pas seulement le Bénin, je parle de toute la sous-région. Donc, voilà ces éléments qui entravent en quelque sorte la tranquillité économique et surtout les échanges commerciaux avec à la clé la hausse des prix. Et l'État a beau faire des mesures sociales, mais ça ne résout pas, à l'heure où nous parlons, la question de la crise économique. Je ne veux pas prendre le devant pour le dire, mais c'est une crise absolument qui ne dit pas son entendu. Merci beaucoup à vous, Clément Achadé. C'est donc la question de la cherté de la vie, notamment dans les marchés publics avec justement ces prix de produits alimentaires, des produits manufacturés qui ne descendent pas depuis, vous avez dit, la crise liée au coronavirus. En tout cas, on verra bien jusqu'où ça va nous conduire. Aussi, si vous permettez, dis donc, j'avais cru que vous aviez fini. D'accord. Merci beaucoup Clément Achadé. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer notre commentateur. Envie de vivre un moment mémorable et authentique? Alors, ne manquez pas le grand concert d'hommage au maestro Bonkana Maïga. Un concert live VIP, dîner de gala le samedi 13 mai 2023 à 20h précise au Novotel Orisha de Cotonou. Artistes invités, Aïcha Kone, Afia Mala, Jospinto, Robin Gardan et Sikouba Bambino. Participation 100 000 francs CFA. Achetez vos tickets en ligne sur thepass.vip. Sponsor. Encore deux rendez-vous dans cette partie de votre émission Actu Matin. On aura la revue de presse de Asiongo Kanye Asiongo qui reviendra sur l'essentiel des sujets abordés par les parutions ce jeudi matin. Nous sommes au lendemain du 3 mai 2023. 3 mai, c'est la célébration de la journée de la liberté de la presse. Les quotidiens sont revenus là-dessus. La revue de presse, certainement, on vous en dira. Deux mots aussi sur les dernières décisions du Conseil des ministres. Le rendez-vous hebdomadaire a eu lieu hier. Asiongo Kanye Asiongo vous donnera des détails. Bien avant tout cela, voici le commentaire avec Franck Aounou qui est déjà installé. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy Aga. Une question au cœur de votre réflexion ce matin. Evêque Akome peut-il retourner au Parlement? Et bien, l'ex-ministre des Transports, Evêque Akome, sera face aujourd'hui donc au 7 sages de la Cour constitutionnelle. C'est pour être institué sur sa demande de retrouver son siège au Parlement. Franck, qu'en est-il vraiment? Écoutez, Hervé Romain nourrit de folles envies de retrouver son siège au Parlement au lendemain de son éjection. Vous le savez,
du gouvernement suite au réaménagement technique du 17 avril dernier. C'est une évidence puisqu'il a introduit un recours à la Cour constitutionnelle au fin justement de retrouver son siège. Élu député de la liste sur la liste BR dans la 24e circonscription électorale à l'issue des dernières législatives, Hervé Khékhoumé mettra en difficulté Janvier Yawédéo si jamais éventuellement la Cour donnait suite favorable à sa requête. L'audience pour connaître de ce recours aura lieu dans la journée de ce jeudi 4 mai et permettra à l'ancien ministre des Transports et des Infrastructures d'expliquer les raisons pour lesquelles il veut siéger et surtout de brandir les arguments légaux qui militent en faveur de ce qu'il veut actuellement. On retient donc le souffle, Tanguy Agoyi, le bout du tunnel n'est pas si loin dans la journée, moins de 24 heures, espérons que Razaki Hamouda et les autres sages rendent leur décision aujourd'hui même. Oui, espérons vraiment qu'ils ne nous disent pas qu'ils ont besoin d'un rapport qui a besoin de prendre du temps. Et en attendant cette décision de cette sage, vous avez interrogé les tests et qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, sur le sujet, il y a eu déjà quelques réactions que je voudrais évoquer ici. Si je prends le cas du député Orden Aladati, qui se trouve être le président de la commission des lois de la 9e législature, l'ex-ministre des Infrastructures et des Transports ne peut plus regagner son siège. Ce sont des explications qu'il a données lors de la conférence débat organisée le dimanche 30 avril 2023 par les sections Union progressiste, UP, le Renouveau du Canada et des États-Unis. Dans sa démonstration, Orden Aladati a fait référence au code électoral béninois en arguant que le cas de l'ex-ministre Hervé Khékhoumé est différent d'une suspension de mandat. Le ministre Khékhoumé a été confronté à un problème d'incompatibilité, a laissé entendre Orden Aladati, rapporté par certains médias, et il a renchéri. Dans le code, il est interdit que le mandat de député est incompatible avec la fonction de ministre de la République et même aller plus loin en évoquant l'alinéa 2 de l'article 149 du Code qui dit ceci: tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire suspend d'office celui-ci. Son suppléant est appelé par le président de l'Assemblée nationale à siéger. Sa suppléance cesse donc à sa demande. Sur la même question, d'autres analystes, tout en reconnaissant la clarté des dispositions de l'article 149 du Code électoral dans ce cas de figure, et même celle de l'article 54 nouveau de la Constitution, restent prudents. Une prudence qui semble justifiée par l'article 92 nouveau de la Constitution qui dispose que tout député nommé à une fonction publique incompatible se trouve dans une situation de suspension d'office et sa suppléance cesse à sa demande. Donc, les partisans Tanguy de la posture de la prudence sur le cas Khékhoumé estiment qu'il faut faire recours également aux modalités de gestion de ce cas tel que prévu par un autre alinéa de l'article 92 nouveau que j'ai cité plus haut. Enfin, ceux qui restent prudents pensent qu'il faut avoir la lettre, le contenu de la lettre adressée à la Cour, la lettre de démission, si on peut l'appeler ainsi, du ministre Khékhoumé pour mieux apprécier. Tout dépend de l'article qu'il aura visé dans cette lettre. Absolument, Franck. C'est quand même curieux, hein? Une législation qui permet quand même à un ministre de dégager peut-être ou qui renonce à son appartenance à un gouvernement, de venir dégager son suppléant pour lui reprendre sa place. Est-ce que ça ne pose pas un petit souci là? Bien sûr, et c'est justement parce que ça pose problème qu'on en parle ici en ce moment même. Ailleurs, dans les pays européens, cela peut bien se passer et même être une chose ancrée dans les habitudes. Mais au Bénin et dans d'autres pays africains, est-ce que cela rime avec notre culture nationale, notre culture africaine en général? Est-ce que cela est adaptable à notre contexte sociopolitique? Ce sont des questions que moi je me pose depuis que le cas Khékhoumé est évoqué dans les journaux, que nous devons nous poser, que doit se poser le législateur. Et la Cour constitutionnelle est très attendue sur le coup, car sa façon de trancher ce dossier permettra de créer une jurisprudence en la matière et nous expliquer beaucoup de choses et ça permettra à l'avenir de régler définitivement ce cas. C'est très important, Tanguy. Absolument, c'est un cas assez intéressant. Hein. On verra bien ce qu'ils diront. On verra aussi tout à l'heure même sur ce plateau ce que diront nos débatteurs qui sont déjà là et que je m'en vais installer. Il y aura que Gaba qui va nous rejoindre. Ce sera avec William Clicquin pour le débat politique.
Anna Seko viendra justement nous accompagner. Anna Seko est activiste environnemental. Il viendra par ici pour nous dire justement deux mots au sujet de son entreprise concernant les affiches qui ne décollent pas au niveau des places publiques. Ce sera notre deuxième sujet de discussion sur ce plateau. Il sera là pendant que nous parlerons politique. Alors, mes premiers invités sont déjà là. Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. William Clécan, on s'est déjà salué. Merci de revenir par ici. Merci, ma première question. On a l'impression que le Parlement devient comme, je dois dire, un petit marché où on peut sortir, rentrer, acheter l'article qu'on a oublié entre-temps, revenir, rechercher un autre qu'on aura oublié, peut-être sur la liste. Ulrich, là-bas. J'aime bien cette caricature de marché que vous donnez. En réalité, c'est une image qui n'honore vraiment pas les honorables députés, parce que c'est une situation qui, normalement, aurait pu être réglée à l'interne. D'abord, à deux niveaux. Le premier niveau, entre le titulaire et son suppléant, c'est-à-dire entre Hervé Romé et Janvier Yarouidéou. Ce problème aurait pu se régler à l'interne. Deuxième aspect, ça aurait pu être réglé aussi au sein du parti. Ce qui veut dire que le président, le responsable du parti, aurait pu quand même régler et créer une sorte de conciliation pour que ça se règle à l'interne. Peut-être qu'ils ont tenté. C'est justement là où j'en venais. Peut-être aussi que c'est justement là où j'en venais, parce que si Hervé Romé a saisi d'abord le Parlement, ça veut dire qu'entre-temps, les conciliations à l'interne n'ont pas marché, ou il n'a pas voulu choisir la voie de la conciliation. Et cela témoigne déjà des problèmes, des crises internes qu'il y a au niveau du parti et entre les deux députés de façon personnelle qui sont issus de la 24e circonscription électorale. Et l'autre aspect de ce problème que nous devons également voir, c'est qu'on constate que la morale que nos hommes politiques devraient donner à nos jeunes, on ne l'a plus. Parce que un ministre qui, à un moment donné, a volontairement, consciemment dit « je renonce à mon poste », qui subitement s'est retrouvé éjecté du gouvernement, se retrouve la lumière, l'illumination subite de revenir au Parlement. Je pense qu'on sent une sorte de rétropédalage et cela ne donne pas une bonne image de nos députés. William, le rétropédalage pour moi n'est pas un problème. Je n'en veux pas avec mais puisque c'est un droit de la Constitution, l'article 92 précisément, et établi davantage, explicité même dans le code électoral en son article 149, notamment l'alinéa 2. Donc, je ne reproche rien à un Béninois qui a envie de jouir d'un droit consacré. Ailleurs, les constitutions permettent le cumul de fonctions, le cumul même de mandats électifs, le cumul de fonctions nominatives et de mandats électifs. Donc là-dessus, je pense que c'est une des grandes innovations de la réforme, des grandes dispositions encadrant les pouvoirs politiques chez nous, avec la révision de la Constitution et notamment les textes qui ont suivi chaque des partis politiques et code électoral. Mais est-ce que c'est possible? C'est là que l'interrogation se trouve. Et c'est là que quand la loi permet, c'est que c'est possible. C'est bien possible. Vous l'aviez dit, la question ne se pose plus alors. C'est bien possible, mais la faisabilité dans le cas dans lequel nous sommes, parce que les dispositions permettent à un député de renoncer, qui a suspendu entre-temps son mandat, de revenir. Mais est-ce qu'un député, est-ce que dans ce cas, on dira que Hervé Romé est député? Et est-ce qu'on parle de suspension de mandat ou est-ce qu'on parle de démission? C'est là que j'ai envie de revenir, comme Franck Aounou, sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 149 du Code électoral. On dit précisément que tout député, pas député élu, député en mandat parlementaire. D'ailleurs, la disposition en mandat parlementaire. Je vais le lire. Alors, tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, suspend d'office celui-ci. Son suppléant est appelé par le président de l'Assemblée nationale à siéger. Sa suppléance cesse à sa demande. On parle de mandat parlementaire. Est-ce que Hervé Romé est un député élu de la 9e Quand est-ce qu'il devient député élu? Selon moi, je ne suis pas un sachant, mais selon moi, de ma lecture d'un Béninois lambda, c'est quand on a été installé et qu'on a pris fonction en tant que député, qu'on est député,
dans un mandat parlementaire. Parce que, souvenez-vous, sur les images relayées en direct le jour de l'installation de la 9e législature, Janvier Yarouéou n'était pas présent, mais les députés BR ont informé le bureau d'âge que c'est Yarouéou qui siégerait parce qu'entre-temps, Hervé Khekhoumé, comme tous les autres membres du gouvernement, ont démissionné. Et on ne parle pas de suspension dans ce cas, ils ont démissionné. Et la loi n'ouvre la brèche que pour les mandats suspendus d'office et non ceux qui ont démissionné délibérément. Alors, la question, elle est simple. Quand est-ce qu'on devient député? Quand est-ce que, valablement, on peut se dire député? Est-ce que c'est dès lors que la Cour constitutionnelle a reconnu les résultats des élections en tant que tel et validé mon élection que je suis député, ou il faut attendre d'abord que je sois investi avant de proclamer que je suis député? Alors, ne soyez pas surpris que dans ce débat, quand on parle de la loi et de l'esprit de la loi. Ah, ça y est, il y a un prétexte pour contourner justement. Parce que les sages vont l'interpréter, ils vont écouter Hervé Khekhoumé, ils vont lui dire voilà ce que dit la loi, mais l'esprit de la loi, ainsi de suite. Mais je crois que William a été assez clair. Lorsque vous êtes élu député, vous devenez député dans un mandat parlementaire. Lorsque vous êtes installé, vous commencez justement par participer aux activités à l'hémicycle au Palais des gouverneurs. Et dans ce cas précis, vous savez, dans ce commentaire, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai cherché en vain le contenu de la lettre de Hervé Khekhoumé. Si Hervé Khekhoumé a été malin, s'il a été, disons, astucieux, et évoque l'article qu'il doit évoquer, ça dit ça change tout. Mais avec la conviction avec laquelle il se lance dans ce combat-là, moi je me dis qu'il a peut-être pris ses dispositions déjà. Dans sa lettre, s'il dit par exemple, il évoque l'article qui permet de suspendre et non de démissionner. Parce que les mots sont différents là. S'il a suspendu, c'est qu'il revient maintenant pour demander à son suppléant, alors je suis là, il faut quitter. Mais au-delà de tout ça, moi, ça me pose un problème politique. Si Hervé Khekhoumé fait partie de la grande famille du bloc républicain qui soutient les actions du chef de l'État, cela me laisse dire que Hervé Khekhoumé n'a pas été trop content de la façon dont il a été éjecté du gouvernement. Ça, c'est une interprétation de votre niveau. À mon niveau, là, j'ai dit les interprétations politiques. Parce que s'il avait été content, ou s'il avait été consulté, si les choses s'étaient bien passées, il n'aurait pas réclamé son poste. Il n'aurait pas... Il c'est pourquoi je dis... Oui, qu'il soit content ou pas, il peut réclamer, les tests lui permettent. Nous sommes ensemble, et l'autre, il va au Parlement pour aider le chef de l'État à gouverner. Toi, tu as été ministre pendant plusieurs années pour aider également le chef de l'État à bien gouverner. Donc, je me dis que politiquement, ça devrait se régler. C'est là où je rejoins un peu l'analyse. Justement, parlant aspect politique, d'abord, c'est deux personnes qui appartiennent à un même parti politique qui soutiennent d'abord les actions du chef de l'État. Et puis, il relève même de la même circonscription électorale, William Klikan. Je dis rapidement deux mots sur la lecture politique parce que j'avais envie de saisir la pêche que tendait Franck. Vous savez, en matière des élections locales, municipales et communales, les partis politiques sont forts au vu des dispositions actuelles. Je ne pense pas que ce soit le cas au Parlement. Au Parlement, je crois que le député est encore tout libre de faire ce qu'il veut, comme bon lui semble. Il peut même quitter un groupe parlementaire comme un autre. Je ne pense pas que les dispositions aient changé à ce titre. Donc, je constate qu'un député qui a envie de faire carrière solo ou qui a envie de se démarquer du lot par désobéissance je dirais quoi, au mot d'ordre d'ensemble, je ne lui en veux pas. Naturellement, je ne lui en veux pas. Vous savez, Franck, vous avez parlé du contenu de la lettre. Même si personne n'en veut à Khekhoumé, qu'on s'entend. Absolument, je suis d'accord. Vous avez parlé du contenu de la lettre de Khekhoumé. Si, au vu des dispositions légales de la Constitution jusqu'au code électoral, il y a deux conditions cumulatives. La suspension. Est-ce que quand Hervé Khekhoumé refuse de siéger à l'Assemblée nationale pour faire place à Janvier Yarouéou, c'est la nomination d'Hervé Khekhoumé en tant que ministre qui intervient pour motiver sa suspension, ou il se désiste purement et simplement par une démission. Parce que pour demander au président de l'Assemblée nationale, monsieur le président de l'Assemblée nationale, veuillez suspendre mon mandat pour que mon suppléant ait la charge de faire mes fonctions en attendant mon retour, c'est qu'il faut que l'acte nominatif intervienne pendant que vous êtes déjà dans le mandat de député. Je ne pense pas que
que le décret présidentiel qui maintient Hervé Kakome, ministre du Transport et des Infrastructures, soit intervenu après la législative de janvier. Et donc, comment est-ce qu'il justifie qu'il veut une suspension et non une démission pour faire installer son suppléant? Là-dessus, on attend vraiment deux éléments politiques tout à l'heure. Vous n'avez pas dit votre avis là-dessus. Je vais quand même consulter Ulrich. Ulrich, on a quand même deux aspects là qui nous intéressent concernant cette affaire-là. D'abord, deux hommes qui appartiennent au même parti politique soutenant les actions du chef de l'État. Et puis, ce sont quand même deux frères du pays Agoni, 24e circonscription électorale, comme vous l'aviez dit. C'est quand même curieux, non? C'est ce que je disais tantôt, on sent réellement qu'il y a un malaise profond au sein de la 24e circonscription électorale parce que deux députés qui appartiennent d'abord à la même famille politique qui n'ont pas pu régler ce problème à l'interne et deux députés qui appartiennent à la même circonscription électorale et plus précisément la région Agoni, ça veut dire qu'entre les deux hommes politiques, il y a un véritable malaise. Mais là, je vais revenir d'abord sur cette histoire de démission et de suspension. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on fait la cérémonie d'installation? On vous met dans vos attributs. Vous rentrez pleinement dans vos attributs et c'est à partir de cet instant que vous avez le titre. Parce que les attributs vous confèrent le titre. Hervé Kakome n'a pas été à la cérémonie d'installation. Ce qui veut dire, et il a démissionné bien avant. Ça veut dire que nous n'avons pas été dans la pleine fonction et on démissionne. Il y a pas de contradiction là. Attention, il a été élu. C'est lui qui parle, s'il vous plaît. Attention. On n'a pas siégé, on n'a pas. Il a officiellement démissionné parce qu'il avait le choix entre aller au Parlement et rester au gouvernement. Volontairement, je dis bien volontairement et consciemment, il a démissionné. Il n'a pas sursoir à son mandat, il n'a pas suspendu. Parce qu'il pouvait dire, en fonction de ma qualité de député, je suspends parce que je suis pour l'instant en train de servir au gouvernement. On a cherché la lettre, on n'a pas posé. Mais ici, il faut d'abord être député investi dans ses fonctions avant maintenant de vouloir suspendre son mandat. Et ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, nous allons laisser les sages de la Cour constitutionnelle trancher ce dossier. Justement, et là-dessus, on aura un tour de table pour finir le sujet. Le temps d'aborder le deuxième sujet. Mais déjà, je voudrais bien vous soumettre cette interrogation que je me fais depuis que cette affaire a commencé. Que diantre nous a-t-on proposé en révisant la Constitution et en proposant justement cet aspect-là? A-t-on évolué ou pas? Est-ce qu'on ne nous met pas plus en difficulté que Franck Aounou? C'est évident, nous sommes en difficulté. Et moi, je me demande même si est-ce qu'on est obligé de copier disons, le législateur étranger, européen. Vous voyez, moi, quand je lis les lois qui sont votées souvent au Parlement, ça me pose un grand problème. On n'est pas souvent clair. Alors que nous voulons trancher des problèmes. Lorsqu'on vote une loi, c'est pour apporter une solution à un problème. Et ces lois-là sont encore parfois plus confuses que les problèmes eux-mêmes. Oui. Qu'est-ce qu'on voulait régler en proposant qu'un député puisse suspendre sa fonction pour revenir? Est-il si indispensable? C'est ce qu'on se demande actuellement. Oui. Quand vous lisez les articles 149, 54 nouveaux, 92 nouveaux, tout ce que vous voulez, mais ça n'apporte pas une solution directe au problème. Vous allez là-bas, l'autre va dire, écoutez, les modalités de gestion, tel article, tel alinéa, et ça, c'est pas digeste pour moi. Voilà le mot que je cherche. On met des lois assez digestes. Oui, qu'est-ce qu'on a proposé à un député qui peut démissionner ou suspendre une griffe et puis revenir quand ça lui plaît pour reprendre sa veste de député? Non, déjà, il faut dire que le législateur, en votant cette loi, d'abord, avait une idée. Permettre au titulaire, celui qui a été élu, d'aller vaquer à autre chose et de revenir quand il le voudra. Attendez, c'est pas pour rien qu'il y a un suppléant, d'accord? Il a été élu. Une fois élu, il prend son poste. Une fois à ce poste, on peut à tout moment faire recours à lui pour aller vaquer à une mission républicaine ou à l'international. Ça peut arriver parce que si éventuellement on estime que c'est ce député qui a les compétences qu'il faut pour aller faire ce travail, on l'envoie à ce poste-là. Mais pendant qu'on l'envoie à ce poste, il faut quand même combler ce vide. C'est pour cela qu'il y a la suppléance. Et le suppléant vient. Maintenant, étant donné que c'est lui le titulaire,
en partant d'office, comme la loi le dit, d'office, il y a la suspension qui intervient. Oui, parce qu'il est déjà député. Attention, j'en viens justement. Oui. Dès que la suppléance intervient, il fait son travail. Ce qui veut dire que le suppléant sait d'office qu'il est en train d'occuper un poste qu'il peut à tout moment lâcher. Ce qui n'est pas le cas de ce que nous sommes en train de traiter actuellement. Parce que moi, j'aime quitter le cas avec Romain et Jean-Pierre. À ce niveau, justement, il faut justement suppléer. Et tant que nous n'avons pas la possibilité de récupérer les postes quand il faut, écoutez, on risque d'avoir un problème. William, oui, c'est quoi l'esprit de cette innovation-là? Ce sont les députés qui ont voté cette loi. Et je pense bien que c'est parce que même en tant que député, quelque part, ils ont vu que c'est parfois difficile quand, pour une fonction ministérielle ou je ne sais quelle autre, on part et que le suppléant reste là jusqu'à la fin du mandat et qu'on a bien envie de revenir parfois. Peut-être ce sont d'anciennes frustrations. La gestion de la vie politique ou des affaires publiques ne doit pas être une question d'envie. Hein. Vous faites des choix. Mais absolument. Et peut-être dans certains choix, certains sont arrivés à regretter. Et c'est sûr que la 8e législature, il y en avait qui avaient compris que ces frustrations dépassaient celles de la jouissance du suppléant qui a pris le poste ou je ne sais quel autre intérêt ou l'intérêt commun des Béninois qu'ils ont pris cette disposition. Mais moi, j'aimerais très rapidement dire quelque chose. Vraiment rapidement, oui. Pour que nous puissions finir. Pourquoi je ne suis pas allé sur l'analyse politique? Parce que je pense même qu'une entente entre Romain et Janvier Yawedewu ne pourrait pas aboutir. Et c'est là-dessus que je ne rejoins pas Franck dans l'idée selon laquelle la loi est confuse. C'est pour ça qu'on attend vraiment la jurisprudence du juge constitutionnel, parce que cela va s'établir pour l'avenir. On attend de voir si le juge constitutionnel va dire, si Patrice Talon, parce qu'il a été élu à l'élection présidentielle, il ne peut pas prendre de décret jusqu'à ce qu'il soit investi et que le soir, le secrétaire général du gouvernement vienne lire le décret de nomination de son gouvernement, est-ce qu'un député qui n'est pas rentré dans ses fonctions et qui a démissionné puisse retourner dans la veste de député? Je suppose qu'il y avait vacance de poste. Après, je suppose une indisponibilité du suppléant. On dit quoi? Que le titulaire revient? Les dispositions l'ont dit. Entre-temps, si Janvier Yawedewu avait été dans l'impossibilité ou l'empêchement de siéger, par exemple, à un moment donné ou à un autre, on pouvait rappeler avec Romain, selon vous, Ulrich? Voilà, c'est justement là que je dis que nous sommes face à un vide juridique. Parce que, vous savez, la loi n'est jamais parfaite. Et c'est en fonction des cas qui se présentent qu'on essaie de la parfaire. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un cas. Un cas que la Constitution n'a pas prévu, que le Code électoral n'a pas prévu actuellement. Parce que c'est vrai que nous avons parlé de la suspension, mais on n'a pas parlé de la démission. Et est-ce que celui qui a démissionné peut revenir siéger alors qu'il n'a pas été investi dans ses attributs de député? Nous nous retrouvons actuellement dans un vide. Et c'est justement le moment pour les députés de revoir tous les aspects. Parce qu'effectivement, nous ne savons pas ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et les sages de la Cour constitutionnelle vont trancher. Et c'est clair que ça vous me permettez de reprendre la police. Ce sont nos dieux actuellement. On va vraiment attendre qu'ils se prononcent. Mais quelles que soient les décisions, en tout cas, on aura deux issues possibles. Hein. Soit ils disent, monsieur Hervé Romain, allez vous trouver d'autres jobs, d'autres occupations. Soit ils disent, monsieur Janvier Yawedewu, je vous prie de céder humblement. Alors, dans les deux cas de figure, quelles sont les conséquences juridico-politiques à votre avis, Franck Aonou? Juridico-politique, je ne sais pas s'il y a de conséquences juridiques, mais politiquement, la zone Agolé va en souffrir. Oui, mais la zone en souffrir comment? C'est quoi? Ils n'auront plus de puits, ils n'auront plus de routes? Non, au-delà de ça. Au-delà de ça, il va naître, disons, une certaine frustration parce que l'autre, Janvier Yawedewu, peut-être qu'on peut le rappeler à d'autres fonctions, mais pour le moment, il n'aura pas... Les frustrations en politique, ce n'est pas ce qui manque au quotidien. Hein? Oui, mais on va en gérer. Déjà, la façon dont Romain est sorti du gouvernement. Je l'ai abordé avec le porte-parole du gouvernement ici il y a quelques jours. Ça ne semble pas trop plaire à Romain et puis son entourage. Aujourd'hui, si on dégage Yawedewu et on le met en griffe au chômage politique, parce qu'il ne sera plus à un poste politique. Et je me demande sur le terrain comment ça va se passer. Normalement, les deux devraient travailler ensemble pour consolider un peu les acquis du pouvoir dans la zone. Est-ce qu'ils pourront parler le même langage? Donc, la conséquence, juridique, la conséquence juridique surtout, c'est que cette disposition de la Constitution, et notamment celle du Code électoral,
va devenir une épée de Damoclès sur la tête des politiques. Et ça va créer un flou. J'attends vraiment la décision et les motifs, les moyens du juge constitutionnel sur la question. Eloric? Oui, sur le plan juridique, je pense que nous allons créer un précédent qui fera école parce que chaque fois nous aurons, attention, oui, parce que chaque fois nous aurons des ministres qui vont souvent démissionner, envoyer leurs suppléants et qui, quand ils seront plus au gouvernement, redemander leur poste, les repartis, et donc ça deviendra... Ah oui, j'imagine à un moment donné, voilà, qui a envie vraiment de pourrir la vie au président, il démissionne tranquillement du gouvernement et il va dégager son suppléant. C'est ce qui va arriver. Maintenant, sur le plan de la lecture politique, il faut dire que nous risquons d'avoir une sorte de frustration au sein des populations de la 24e circonscription. Déjà, nous avons interviewé quelques citoyens sur cette frustrés des jeux des acteurs politiques. Allez les gars, on va sur l'autre sujet. Je crois qu'il a été trop spectateur sur ce plateau. Anas Eko, il est activiste environnemental. Anas, ça vous a inspiré de notre sujet de discussion politique là? Je sais que vous, la politique, c'est pas votre affaire. Je ne suis pas un sachant, hein, comme William l'a dit, je suivais tout simplement. Ça vous inspire quoi? C'est vrai que ce jeu n'est pas vraiment agréable à voir. Quelqu'un qui quitte son poste ministériel et qui vient demander à son suppléant de quitter, c'est pas vraiment mais s'il était sur la brèche, il en profite. C'est un citoyen de la République, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue sur l'Actu Matin, vous êtes là pour qu'on parle environnement. Vous avez initié récemment une activité de nettoyage des restes d'affiches collées sur les places et les endroits publics. Bien sûr. Qu'est-ce qui a motivé cette action-là? Alors, il faut dire que la première action a eu lieu en 2020. Et il y avait des affiches d'élections. Je crois en 2020, il y avait des élections législatives. Des élections communales. Communales, ok. Donc, il y avait des affiches qui étaient collées un peu partout. On voit clairement que la politique, c'est pas votre tasse. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, il y avait des affiches qui étaient collées un peu partout dans la ville. Donc, ça salissait la ville, ça salit l'espace public. Donc, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que les gens peuvent coller gaillardement des affiches sur l'espace public, les murs de maison. Mais la loi le permet pour la campagne électorale. La loi le permet de coller des affiches, de faire campagne électorale. Partout, sur les murs d'école, sur les murs d'église. C'est vrai qu'il y a des endroits bien. Vous aviez dit les espaces publics, il y a des espaces publics bien dédiés au collage des affiches. Oui. La place publique est-elle dédiée pour coller des affiches? Par exemple, quand je prends le cas de la place de l'Étoile Rouge, ou bien la place des Martyrs. Non, c'est pas dédié pour ça. Mais les gens viennent coller des affiches là. Et quand ils viennent coller après, ces affiches salissent l'espace public. Et quand je parle de l'espace public, bon, je ne sais pas si je me trompe, il y a quand même les places publiques dedans. C'est le paysage de notre pays. Donc les gens viennent coller tout et n'importe quoi et ça salit. Donc en 2020, nous nous sommes dit avec un jeune Ange Bounou que nous allons nettoyer les affiches sauvages. Il y a aussi le président de la Cour de Bénin qui l'a fait. Et quelques années après, en 2023, on a vu que le phénomène continuait. On s'est dit, bon, là, il est temps d'initier un plus grand mouvement de nettoyage des affiches sauvages et faire un plaidoyer vers les autorités pour trouver des solutions pour que les gens ne collent plus un peu partout dans notre ville. Il y a beaucoup de papier. William? Je crois que c'est salutaire, puisque quand il pleut, ces affiches en papier, la plupart du temps, ne sont plus agréables à voir. On n'y lit plus les inscriptions en premier. Oui. Ensuite, ça devient des déchets parce que ça traîne au sol tout le temps. Et je suis d'accord que nous n'avons pas une politique de gestion de ces espaces publics de sorte à les assainir en tout temps. Donc, votre initiative d'enlever les affiches sauvages, je la trouve salutaire. Maintenant, comment est-ce que vous entendez pérenniser cette action de sorte à ce que on n'ait plus des affiches sauvages en main? Et qu'ensuite, lorsqu'il y aura des affiches sauvages comme ça, vous puissiez sensibiliser les acteurs à ne plus le faire. J'ai suivi un peu l'action du week-end dernier, dans lequel vous avez également sensibilisé autour les riverains de ces espaces publics, là, notamment à Ouihro. Mais moi, je suis curieux de savoir si cela va demeurer dans le temps parce qu'on a bien envie de voir les espaces publics la plupart du temps propres puisque la salubrité, c'est l'hygiène publique, c'est la moindre des choses. Et aujourd'hui, avec la loi sur l'hygiène publique, je crois que ceux qui s'adonnent à ces actes-là sont inconscients de ce qu'ils peuvent tomber sous le coup de la loi et peuvent écoper de sanctions qu'ils ignorent, des sanctions vraiment
sévère parfois sur des questions comme celle-là, uriner au bord d'une voie, déféquer à l'air libre, excusez le thème, ou se mettre à salir la place publique. En parlant de loi, nous avions cherché, parce qu'on a rencontré le commissaire de On va parler de la loi tout à l'heure. Je vais donner la parole à Franck. Oui, Franck. Oui, je dois féliciter ces amis-là qui ont pris cette initiative. Il leur a suffi peut-être d'éponges, d'homo, comme on les appelle. Avec beaucoup de force physique, parce que cette affaire-là, c'est pas facile à lever. Ce que j'ai apprécié, c'est le sens de bien garder le bien public, de citoyenneté. De citoyenneté. Il y en a plus, ça ne coupe plus les rues aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui fait une activité, l'activité doit être intéressée. S'il se met dans la rue à crier, il faut savoir qu'à côté, il y a quelque chose à prendre. J'espère que ce n'est pas le cas de mes amis. Et je les ils ont dit... c'est bénévole. Il y a quelque part sur... aucun soutien sur les réseaux sociaux. Pour cette initiative, je pense que sur les réseaux sociaux, il faut lancer même des collectes de fonds pour aider ces jeunes-là qui déploient leur énergie, qui perdent du temps, qui consacrent leur temps à nettoyer. Et il faut maintenant qu'à partir de là, voilà des gens à qui il faut offrir des occasions de gagner des projets. A dit, monte un petit dossier. On va vous nommer Secom de Anna Seco. On va aller avec lui pour voir comment ça va. Oui, merci. Bon, j'avoue sincèrement que c'est une initiative louable, assez appréciable, tout simplement parce que au-delà de l'environnement, c'est que vous contribuez à la sécurité de la population. Pourquoi je le dis? J'ai eu à d'ailleurs faire un sujet sur les affichages sauvages et on se rend compte que les populations collent les affiches un peu partout, y compris sur les panneaux de signalisation, les panneaux d'indication. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaît pas Cotonou, par exemple... À quoi est-ce qu'on peut penser? Non, vous savez, juste sur une affiche sur vous imaginez, vous rentrez dans la ville de Cotonou, ou une grande ville du Bénin, parce que ce n'est pas que l'apanage de Cotonou. En pleine ville, là où je suppose que vous avez peut-être un panneau stop et autres, et puis vous voyez une grande affiche, et c'est peut-être pour vous dire santé pour tous, et en fait il y a tellement beaucoup de choses. Et quand vous... guérison instantanée. Merci. Merci. Vous avez vu ce genre d'affiche un peu partout. Location. Le danger est que cela ne permet pas à l'usager de savoir exactement quel est le panneau. Il y a certains qui disent, je n'ai pas vu le panneau d'indication de vitesse de la ville. Alors que ce panneau d'indication de vitesse a été couvert par une affiche, peut-être de santé ou peut-être de recrutement, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on fasse attention à cette étape-là. Est-ce qu'on doit... Ça, justement, la question. Est-ce qu'une loi ne peut pas régler cette affaire-là? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas une loi qui règle cette affaire-là? Anna Seco, j'ai cru comprendre que vous avez pris contact avec le commissaire. Avec le commissaire de Royfort, oui, pour nous aider à faire le suivi. Mais il a demandé les textes. On a besoin de textes avant d'appliquer. Donc, il a dit d'aller chercher les textes. Donc, déjà, même avant lui, on cherchait des textes, mais on n'a pas trouvé des textes spécifiques contre les affiches sauvages. Jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. J'ai demandé à des amis juristes. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucune solution par rapport à ça. Je ne sais pas si William a des solutions, a des lois qui disent... C'est quoi? C'est le temps sur le plateau. Il a cité assez d'articles, c'est ça qui a inspiré. Ah d'accord. Mais à une lecture de profane. Pas de sachant. Oui, donc on y va, oui. Une loi, est-ce que ça pourrait nous aider vraiment? Parce que c'est pas vraiment la loi qui détermine le comportement du Béninois. Vous voyez aussi des comportements anti-citoyens, comme par exemple uriner à l'air libre dans les caniveaux, jeter les eaux usées dans les caniveaux. Il y a une loi qui punit, pourtant mes chers Béninois continuent. Mais pourtant, je trouve simplement difficile le fait que chercher une loi contre les affiches sauvages soit vraiment difficile. Ça, déjà là, il y a un problème. Et jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Donc, si la loi existe, on sort la loi et on applique la loi. C'est vrai que la loi seule ne suffit pas. Mais au-delà de la loi, ceux qui collent les affiches sauvages, ils ont les responsabilités, mais pas totalement. Les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de louer les panneaux publicitaires de 400 000 francs CFA et qui ont un chiffre d'affaires de 150 000, 100 000, comment est-ce qu'ils vont faire?
Comment, par an peut-être, vous voyez, c'est grave. Comment est-ce qu'ils vont faire en fait? Donc la question se pose. C'est un peu comme on dit aux gens de ne pas uriner alors qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Mais moi-même, Anna Seko, activiste environnement, je ne peux pas garder l'urine pendant 5 heures de temps s'il n'y a pas de toilettes publiques. Donc on a besoin de solutions. Et les solutions, c'est de pouvoir, il faut que les mairies puissent faire un suivi, un travail de sensibilisation et qu'il y ait des panneaux libres d'affichage. Des panneaux libres d'affichage. Et à coût accessible. Et à coût accessible. Mais les panneaux libres, il n'y a pas de coût pour les panneaux libres. Il n'y a pas de coût pour les panneaux gratuits. Des panneaux qui soient gratuits. Des panneaux gratuits. Oui, si c'est public. Vous collez le matin, je viendrai coller mon affiche ce soir. Il n'y a pas de clair. Il faut d'abord avoir cette solution-là d'abord. Moi, je pense que la question peut être réglée si dans certaines grandes villes, parce que le problème se pose plus dans les grandes villes. Nous avons la police municipale, par exemple, à qui on donne les moyens, qui circule, qui fait le tour et qui sensibilise surtout. Parce que leur mission également, c'est de sensibiliser. Éduquer. Attention, vous ne devez pas afficher ici, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Sans cela, je ne pense pas qu'on puisse arriver. Maintenant, le problème doit se régler de façon locale. Rapidement par rapport. Je viens de constater que le problème ne date pas d'aujourd'hui parce que je suis tombé sur un projet de loi qui date de 1983 et qui a été transmis au comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire, c'est-à-dire portant sur un projet de loi portant sur la réglementation sur les affiches publiques. Un projet de 1983. Et dans ce projet de loi, j'ai remarqué que déjà à ce niveau, on parlait déjà de la configuration des affiches, de là où afficher et comment afficher et même les tâches d'affichage. Ce qui veut dire que déjà depuis 1983, il y a un projet de loi qui était déjà transmis. Mais quelle a été la suite? Donc, c'est là on va conclure vraiment cette émission. Anna Seko, vous avez le tout dernier mot. D'accord. Lorsque vous parlez de police municipale, l'échangeur de Ouiha est vraiment très fréquenté. On a enlevé des affiches du général Robert Bihan qui datent depuis 2016 et qui sont là. Alors, que fait les autorités et que fait la police municipale? La question se pose. On ne le comprend pas. Et des gens continuent toujours de coller. Et malgré qu'on a enlevé les affiches, dernièrement, il y a une personne qui est revenue coller. Mais d'habitude, on prend le numéro de la personne parce que là, maintenant, c'est immatriculé. Le déchet, il est immatriculé. On l'appelle et il revient enlevé. Donc, que fait la police municipale? La question se pose. Nous devons nous engager pour le développement de notre pays en tant que jeunes. C'est important. Je vous remercie. Oui, les endroits qui ne sont pas appropriés pour les affiches, peut-être qu'on occupe. Mais il y a aussi que les endroits qui sont bien indiqués aussi pour faire recevoir les affiches aussi restent, ma foi, occupés ou bien mal enlevés. Vous avez des affiches à moitié enlevées qui posent aussi des problèmes, justement, de vision et de vue, et de beauté de l'endroit. Merci beaucoup à vous qui êtes venus sur ce plateau ce matin. Anna Seko, activiste environnemental. Merci d'être venu. Merci pour l'action. Du courage surtout. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Chers messieurs, merci. Bonne journée, non? Merci certainement à la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, un dernier rendez-vous. Le temps de boucler Actu Matin de ce jeudi 4 mai 2023. Voici la revue de presse. À l'occasion de la 42e convention congrès du district multiple 403, les Lions du district 403A4 vous invitent massivement au Palais des Congrès de Cotonou du 4 au 6 mai 2023. Ce sera l'occasion de rencontrer des lions et des léos de différents horizons et d'échanger autour du thème « La diversité et l'inclusion des atouts pour les districts multiples 403 ». Venez partager vos expériences, ne ratez pas le rendez-vous. Inscrivez-vous au www.coco-cotonou2023.org dès maintenant pour ne pas manquer cette occasion unique et passionnante. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Fraternité revient ce matin sur l'acte terroriste perpétré dans le Nord Bénin et parle d'urgence signalée 10 morts, des dégâts matériels et des disparus à Kérou le 1er mai dernier. Quelques heures plus tard, soit le mardi 2 mai, c'est à Banikouara que les terroristes ont continué leur sale besogne en tuant 3 personnes. En 2 jours donc, le Bénin a enregistré un nombre inquiétant de morts qu'il n'en a connu depuis des mois.
Forcément, devant ces situations de désastre et de terreur à Kéru et Banikwara en ce début de mois de mai, c'est une dynamique sécuritaire qui tourne en défaveur non seulement des forces de défense et de sécurité du Bénin, mais aussi des politiques et des populations. Pourtant, depuis plusieurs mois, beaucoup pensaient que la situation sécuritaire dans le nord du Bénin était sous contrôle, mais face à la nouvelle réalité, il y a lieu de se poser des questions, car en dépit des moyens déployés par l'État pour tenir la dragée haute aux terroristes, ces derniers ont réussi non seulement à tromper la vigilance des forces armées béninoises, mais pire, ils ont semé sur leur route, et ceci sans aucune inquiétude, le deuil et la peur, de quoi entraîner le courroux du chef de l'État dont l'une des missions phares est la protection des populations où qu'elles se trouvent. Le télégramme cite le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngoumbedji, qui confie que les forces de défense et de sécurité se déploient de façon préventive, de manière à éviter ce qui s'est passé à Kéru dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai 2023. Il y a eu très certainement un manquement dans la chaîne des opérations, a fait constater Wilfried Léandre Ngoumbedji. C'est au regard de ces constats que le président de la République a demandé instamment qu'une mission d'enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame et pour conséquemment en tirer les leçons. Pour les pharaons, il est important de souligner que la lutte contre le terrorisme ne peut pas se résumer à une réponse sécuritaire. Il est primordial de rechercher et de prendre en compte les causes profondes du terrorisme qui peuvent être liées à la pauvreté, la marginalisation et l'absence de perspective pour les jeunes. Au-delà des mesures sécuritaires, il est nécessaire, estime le journal, il est nécessaire de mettre en place des politiques publiques ambitieuses pour lutter contre la pauvreté, offrir une éducation de qualité et des perspectives d'avenir à la jeunesse. Les autorités doivent également travailler à la consolidation de la paix dans la région en favorisant le dialogue entre les communautés et en soutenant les initiatives de développement local. Et puis sur un tout autre terrain, le télégramme annonce la libération des emprises en prélude au démarrage des travaux de construction de l'échangeur du carrefour Vedoko à Cotonou. Selon le Conseil des ministres, la libération prend en compte le déplacement des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications. Le gouvernement informe également de l'expropriation des biens privés affectés à la charge de la partie béninoise. Fraternité renchérie écrit qu'ayant fait observer que la libération des emprises par le déplacement des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications ainsi que l'expropriation des biens privés affectés à la charge de la partie béninoise constituent des préalables au démarrage des travaux de cette importante infrastructure. Le Conseil a rappelé que le calendrier actualisé pour le démarrage des travaux de construction est prévu pour le début de l'année 2024. Et il importe de libérer l'emprise du projet, c'est ce qui justifie l'accord du Conseil pour la signature des contrats relatifs à sa mise en œuvre. Dans la suite, l'économiste du Bénin rapporte que réuni en Conseil des ministres, le mercredi 3 mai 2023, le gouvernement a procédé à l'adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. Il est axé sur le renforcement du social. Le document postule pour une amélioration de la situation sociale des Béninois. Au plan macroéconomique, le document présente la trajectoire d'une économie résiliente se remettant des effets de la pandémie de la Covid-19 pour renouer avec une croissance soutenue en dépit du contexte particulier marqué par la poursuite de la crise russo-ukrainienne. Le quotidien Les Pharaons ajoute que pour les 3 prochaines années, l'État entend renforcer les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel tels que l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir. Les grands chantiers destinés à combler le déficit infrastructurel seront poursuivis, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie et de l'assainissement. Cette stratégie sera appuyée par des mesures en vue d'améliorer l'environnement des affaires afin de créer un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique et compétitif, avec un accent particulier sur l'enseignement technique
et la formation professionnelle. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est donc le point de l'actualité tel que proposé ce matin du jeudi 4 mai 2023 par les parutions avec Asiongbo Kain Asiongbo, un élément qui vient clôturer votre numéro de cette émission Actu Matin. Merci d'avoir été des nôtres. Vous retrouvez à partir de 13h à la grande édition de la mi-journée du journal télévisé sur Canal 3. Bénin, ce sera avec la présentation William Cliquant. Vous aurez à découvrir deux sujets importants dans la journée. La célébration de la liberté de la presse avec le retour sur les différentes activités qui ont eu cours de la journée d'hier avec cette installation de la 9e mandature de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Certainement, le 13h aussi va revenir sur les grandes décisions du Conseil des ministres. Aujourd'hui, on est 4 mai. C'est la journée internationale des sapeurs-pompiers. Bravo et une grande pensée à tous ces soldats du feu qui aident de sorte qu'ils peuvent, en tout cas, à assister les populations en cas de sinistre. Merci d'avoir été des nôtres. Vous passez une très bonne journée.